Bonjour à tous, ici le Hat. Aujourd'hui une vidéo d'intérêt public pour aider les personnes à choisir le bon candidat en 2022. Alors cette présentation des programmes sera accompagnée de commentaires et de réponses si j'en dispose. Ce petit guide est uniquement là pour vous aider à choisir, pas pour vous influencer d'aucune manière. Si comme une majorité de Français vous n'avez aucune connaissance en politique ou simplement si vous avez la flemme de lire les programmes, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Petite prérogative avant de démarrer cette vidéo, elle est tournée le 27 janvier 2022, donc si des précisions ont été apportées par le candidat après la vidéo, merci de les partager en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Également, je ne suis pas du tout un expert, juste un citoyen qui essaie de comprendre les programmes politiques et de vous les expliquer simplement. Si vous êtes un expert du domaine, surtout allez-y, c'est le moment d'étaler votre science, et si vous y connaissez rien, asseyez-vous et écoutez attentivement. Alors nous allons traiter aujourd'hui du candidat Éric Zemmour qui est affilié à son propre parti, le parti Reconquête. Présentation d'abord du candidat, il a 63 ans, il est journaliste politique, écrivain, essayiste, éditorialiste, chroniqueur, polémiste et homme politique. Au niveau des études, il est diplômé de l'Institut d'études politiques en 79, donc c'est Sciences Po pour ceux qui ne connaissent pas. Il a travaillé pour différents journaux comme le Quotidien de Paris et le Figaro. Il a été chroniqueur à RTL dans On n'est pas couché, l'émission de télé, et toujours à la télé sur CNews en tant que chroniqueur de l'émission Face à l'info. Il est l'auteur de 16 essais et de 3 romans entre 1995 et 2021. Maintenant que les présentations sont faites, passons à son programme. Première partie du programme, on va les faire dans l'ordre alphabétique pour tous les candidats et aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu dans le titre, d'agriculture. Il veut donc pour ce domaine mettre fin au regroupement de plusieurs enseignes au sein de centrales d'achat communes. Alors pour expliquer ce que ça veut dire et pour faire simple, les plus grandes centrales d'achat pour les denrées alimentaires en France sont représentées par Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Système U et Casino. Les centrales d'achat fixent les prix des franchisés, donc c'est les enseignes des différents groupes comme Super U qui appartient à U ou Carrefour Market qui appartient à Carrefour. Et donc les agriculteurs qui vendent aux grossistes ou franchisés sont obligés de vendre à tel et tel prix pour correspondre à ce que les centrales d'achat décident. Ces centrales d'achat ont des avantages comme les prix fixes et équitables entre les différents agriculteurs, mais ça ne correspond pas toujours aux besoins réels des agriculteurs et c'est compliqué pour eux de sortir de ces systèmes centralisés pour vivre de leur métier, donc pour vendre leur production. Donc Éric Zemmour veut limiter ces regroupements en centrales d'achat qui selon lui ne sont pas bénéfiques aux agriculteurs. Comment il veut faire ça ? Alors pour le moment je sais pas, mais comme dit, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Deuxième mesure, privilégier les circuits courts en augmentant la part de produits locaux dans la restauration collective. Alors déjà on va définir les termes, circuit court c'est quoi ? C'est un nombre d'intermédiaires de maximum 1 entre le producteur. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, un mec qui cultive des tomates et un mec qui mange la tomate. Ici dans l'exemple en circuit court, c'est simplement un restaurateur par exemple qui achète des tomates au producteur, les prépare et les vend au consommateur. C'est donc un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ensuite, restauration collective, ce sont les repas en collectivité hors du domicile privé. Donc ça inclut les cantines scolaires, les cantines universitaires, les restaurations hospitalières, dans les maisons de retraite, les établissements pénitentiaires et les restaurants d'entreprise et d'administration. Cette mesure est ici pour limiter l'utilisation de produits trop transformés par les industriels qui revendent ensuite aux restaurants. Plus de produits bruts peu transformés pour tous ces domaines et une meilleure rémunération et transparence entre les producteurs et au maximum un intermédiaire avant le consommateur. Comment il fait ça maintenant ? Je sais pas, c'est pas été dit, donc est-ce qu'il va imposer ça ? On sait pas encore. Ensuite, interdire les produits d'importation non conformes à nos standards de qualité et de sécurité alimentaire. Alors ce qui se passe actuellement sur l'importation de ces denrées alimentaires non animales est assez préoccupant. Un exemple, les contrôles sont effectués par la DGCCRF. J'ai des chiffres de 2017 sur les 1523 lots contrôlés physiquement. Conformément à la réglementation européenne, les contrôles effectués sur les denrées alimentaires d'origine non animale ont porté sur les risques de contamination aux résidus de pesticides, comme les sulfites, les mycotoxines, les salmonelles, le chloramphénicol, le colorant soudant, les radionucléides et les OGM. Un contrôle d'identité était de 7,8% de produits non conformes, donc sur les 1523 lots, il y en a 7,8% qui n'étaient pas conformes. Généralement, les lots sont rappelés et sont censés être détruits. La vérité est souvent différente. Reprenons notre histoire de tomates pour l'illustrer. Imaginez un producteur chinois de tomates par exemple. Il est contrôlé par la DGCCRF et détermine que 2 containers de tomates sont non conformes et renvoyés. Qu'est-il censé se passer alors ? Destruction des lots concernés car impropres à la consommation, c'est selon les lois françaises et européennes.
Seulement, dans la réalité, pour pas trop perdre d'argent sur le lot, parce que détruire un lot c'est de la perte sèche, il revend les tomates à un producteur de ketchup par exemple, qui dilue les tomates avec d'autres choses, et le ketchup passe les contrôles parce que les produits sont toujours présents mais suffisamment dilués. Donc interdire les produits d'importation non conformes actuellement c'est déjà le cas. À voir comment il compte interdire à ces produits de revenir dans nos assiettes sous une autre forme. Là aussi, il n'a toujours pas précisé comment il allait faire pour interdire les produits d'importation non conformes à nos standards de qualité et de sécurité alimentaire. Mettre fin à la surtransposition dans notre droit des normes européennes. Alors, comme d'hab, on définit les termes. Déjà, transposition, c'est l'acte obligatoire par lequel un État membre de l'Union européenne insère dans son système juridique une règle de droit demandée pour remplir les objectifs d'une directive de l'Union européenne. La surtransposition, c'est simplement le fait d'aller au-delà des directives européennes, par exemple en durcissant le texte de loi, ou en l'appliquant à d'autres domaines. Généralement, les surtranspositions sont bénéfiques pour les consommateurs et l'écologie, car en faisant plus, c'est mieux. Mais cela pose des fois des problèmes lorsqu'elles touchent à la compétitivité des entreprises. Entre 2018 et 2019, un chantier de nettoyage de ces surtranspositions a été engagé par Emmanuel Macron et son gouvernement pour relancer la compétitivité des entreprises. Éric Zemmour, avec sa politique économique, veut donc permettre à ces entreprises de ne pas trop être touchées par les transpositions des directives européennes, quitte à peut-être mettre l'écologie sur le second plan pour le bien-être de notre économie. À voir comment il veut mettre fin à ces surtranspositions, si c'est juste d'envoyer chier l'Union Européenne sur certaines choses ou s'il y a des mesures qui vont être prises pour protéger justement contre ces mesures. Mesure suivante, mettre fin à la participation de la France aux négociations actuelles et futures de traités de libre-échange. Comme d'hab, un traité de libre-échange, on va l'expliquer, c'est un accord de libre-échange ALE entre deux ou plusieurs pays ou zones, accord bilatéral ou multilatéral. L'objectif est de faciliter les échanges commerciaux à travers la réduction ou la suppression des barrières à l'échange à l'intérieur d'une ou plusieurs zones, c'est-à-dire l'intégration plus forte des marchés. Cela peut correspondre à des barrières tarifaires comme les droits de douane et ou des barrières non tarifaires comme des formalités administratives. Actuellement, les négociations sont autour du libre-échange avec le Vietnam ou Singapour, donc Éric Zemmour veut retirer la France de ces négociations, en gros ne pas ratifier le traité. Plus retirer la France des négociations et de ne plus du tout y participer pour d'autres pays. De ce qui est compris dans cette proposition, ça ne quitte pas les échanges actuels, mais ça signifie que la France n'en ratifiera plus. Sûrement dans une logique de protectionnisme et de repli sur soi-même pour limiter les importations et compter sur plus de production française. Là aussi, on ne sait pas trop comment il va le faire, mais on suppose évidemment que c'est juste tout simplement de ne plus ratifier les traités, c'est-à-dire tout simplement ne pas les signer. Ensuite, mesure suivante, financer l'innovation en robotique agricole afin de réduire la dépendance à la main-d'œuvre étrangère et à l'utilisation des pesticides. Donc, actuellement, la main-d'œuvre étrangère en France pour l'agriculture est soumise à des taxes et des demandes en préfecture. L'employeur doit mener une procédure d'introduction auprès de la directe avec 2 C. Il verse ensuite une contribution forfaitaire auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'appelle le OFII. Voilà, sur le papier, c'est ça. En vrai, une grosse majorité des travailleurs saisonniers sont des étrangers et il arrive souvent que certains ne soient même pas déclarés, ce qui arrange bien les employeurs, on va pas se mentir. Au vu de la faible main-d'œuvre française dans l'agriculture, ces étrangers présents dans le milieu n'est pas vraiment surprenant. La précarité du métier d'agriculteur ne leur permet pas non plus de recruter beaucoup de personnes. En novembre 2021, le gouvernement a lancé 2 stratégies d'accélération dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le cadre du 4e programme d'investissement d'avenir, PIA 4. Lancé en 2021 avec une enveloppe totale de 20 milliards d'euros. D'un montant de près de 880 millions d'euros, ces 2 initiatives viennent en complément des 2 milliards d'euros consacrés à l'alimentation dans le plan France 2030. Donc Éric Zemmour compte sûrement augmenter la part de robotique agricole, de combien, aucune idée. Le fait est que oui, si on a des technologies de pointe en robotique, il y aura besoin de moins de pesticides car ils seront utilisés avec plus d'efficience que la main humaine et moins de main d'œuvre parce que ce sera la main robotique qui prendra le relais. A voir maintenant, pour le moment, Éric Zemmour dans ses politiques européennes veut simplement continuer ce qui a déjà été amorcé ou fait, donc c'est pas vraiment très innovant pour le moment. Là aussi, on attend évidemment de combien il veut relancer et financer l'innovation en robotique agricole et surtout comment il va chercher l'argent pour financer cette recherche. Mesure suivante, encourager l'installation de nouveaux producteurs, notamment dans la culture bio. Alors il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, où est-ce qu'ils vont s'installer ? Est-ce qu'on les aide à s'installer comme prévu avec ces plans pour les PME et TPE ? Si oui, comment on finance ça et comment on garantit qu'ils en tireront des bénéfices ? Donc voilà, où et comment, on attend la réponse. Et enfin, dernière proposition sur l'agriculture, favoriser le renouvellement des générations en augmentant la dotation jeunes agriculteurs et en simplifiant les procédures d'installation et d'achat de foncier.
Alors la dotation jeune agriculteur qui s'appelle DJA est accordée à condition notamment que le porteur remplisse une condition de capacité professionnelle agricole et ait établi un plan d'entreprise sur 4 ans qui traduit l'élaboration d'un projet d'installation viable d'un point de vue économique permettant de dégager un revenu agricole suffisant. Une possibilité d'installation progressive a été mise en place pour des projets qui atteignent la solidité économique au terme seulement du plan d'entreprise. Le montant de la DJA a été revalorisé d'environ 56% entre 2016 et 2018, donc la fin du mandat de François Hollande et le début du mandat d'Emmanuel Macron, pour atteindre 31 000 € en moyenne. En 2020, le montant moyen de la DJA est d'environ 32 700 €. Plus élevé en zone défavorisée et en montagne, ce montant est modulé pour donner un coup de pouce supplémentaire aux installations hors cadre familial, aux projets répondant aux principes de l'agroécologie et aux projets générateurs de valeur ajoutée et d'emploi. L'introduction en remplacement des prêts bonifiés d'une nouvelle modulation de la DJA, fonction de l'effort de reprise et de modernisation de l'exploitation, devenu pleinement effectif de manière progressive dans toutes les régions en 2017, permet d'accentuer davantage la revalorisation du montant de l'aide à l'installation depuis 2018. Donc en 2020, le budget global finançant la DJA s'élève déjà à 158 millions d'euros. Donc, est-ce qu'on doit continuer sur cette ligne, c'est-à-dire augmenter cette aide? D'accord, mais comment on va chercher l'argent pour la financer? Ensuite, simplifier les procédures d'installation, d'accord, mais comment? Et l'achat de foncier? L'achat de foncier, c'est, je cite, un bien foncier, anciennement bien fonds, désigne soit une maison, soit des terres, soit un immeuble ou un appartement. Néanmoins, dans le langage courant, on utilise le terme de foncier pour définir, en plus du support de construction, un bien relatif à une propriété bâtie. Donc, comment simplifier cet achat de foncier? Voilà, suite à toutes ces questions dont on n'a pas encore les réponses, on a fait le tour du candidat Zemmour sur l'agriculture. Surtout si vous avez des précisions, des explications ou des rectifications, foncez dans les commentaires, ce sera bénéfique pour tout le monde. Si vous appréciez le travail fourni pour la vidéo, n'hésitez pas à me mettre votre pouce bleu. Évidemment, si vous voulez la suite des mini-guides, dites-le moi en com et abonnez-vous surtout pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé, c'était Le Hâte, ciao.